Eh bien, bonjour à tous, nous revoici pour la suite des aventures du M sur Dark Souls 2. Donc nous étions à notre choix d'arme qui s'est finalement passé sur la hache de guerre. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Sachant que on jouera peut-être avec deux armes différentes. Alors, on continue un tour cardinal, on va aller commencer à accéder aux deux premiers boss. Deux premiers boss de la zone, plus un vilain petit envahisseur. Toujours à l'affût des pièges évidemment et des embuscades. Que va nous proposer le jeu. Ah ça c'est ok. Faut faire attention à la portée. On aura une arme vraiment de corps à corps. Très peu d'allonge, donc faudra prendre ça en compte. Ok, ça c'est réglé. Réglando, c'est réglando. On peut déjà aller débloquer le cartomancien. Petite torche, ça fait toujours plaisir. Par où on passe? Oh waouh. Ok, c'est une attaque de balayage la première. C'est l'attaque puissante. Okay. Ça c'est un peu toujours pareil dans les Souls en général. Une attaque va être une attaque de balayage et l'autre une attaque de frappe verticale. Le tout est évidemment de savoir laquelle est laquelle. Bon, les lanciers c'est toujours un peu sportif quand ils ont un bouclier. Et attention aux archers qui ne sont pas des archers mais des snipers qui vous pré-shotent, hein, ont accès à votre... comment on appelle ça? Ils ont accès à la matrice donc ils savent l'action que vous allez faire, enfin que vous êtes en train de faire. Donc si jamais vous appuyez sur l'analogue avant afin d'avancer justement, eh bien ils vont tirer vers l'avant. Pas sur vous, mais bien devant vous. Et si vous êtes en train de reculer, ils vont tirer derrière vous. Donc dans le cas d'une immobilité, évidemment, ils vont tirer pile sur vous et en général, ce sera dans la tête. C'est un petit peu fait exprès. Donc des ennemis un petit peu surexcités. On peut faire ça. Où est-ce qu'on peut aller d'autre? On est bloqué ici. Ah oui, une échelle. Je me disais c'était étrange. Si je fasse attention, c'est vrai que j'ai pas amélioré la roulade, donc actuellement je ne peux pas vraiment esquiver avec. Donc le timing est tellement faible que on peut pas vraiment considérer ça comme une esquive viable. Il n'y a pas de caisse à côté de lui. Ça c'est ma faute.
c'est ma faute. Pareil, j'ai encore une fois. Jouer avec une roulade classique alors que ce n'était pas le cas. Donc ça c'est toujours la grande difficulté d'adaptation je trouve. C'est de se forcer à jouer sans la roulade au début. Jusqu'à ce qu'on ait assez d'âme pour améliorer suffisamment l'adaptabilité. Alors, je voulais tester un truc avec la masse. C'est vrai que je la tire lui. Je me pose une question. Parce que ça coûte 400 âmes, ouais, ça coûte trop cher. Peut-être c'est plus simple de régler le problème des ennemis à bouclier avec des urnes ensorceleuses ou des choses comme ça, mais... Ça fait chier l'ennemi quoi. Sachant qu'il nous donne que... Qu'il nous donne que 100 âmes. Je voulais tester, est-ce que la masse fait plus de dégâts? Ah oui, largement. Largement. Cette attaque est terrible hein, parce que si vous êtes trop près, ça fait trembler le sol et ça vous fait avancer plus lentement. Ce qui fait que vous ne pouvez pas contre-attaquer. Parce que si vous contre-attaquez, le temps que vous avez perdu avec l'attaque qui vous a fait perdre votre équilibre, bien vous n'aurez pas le temps d'esquiver pour la prochaine. C'est extrêmement vicieux, hein, à nouveau, on est vraiment sur un vice assez élevé. Là, le poursuivant qui arrive en mode giga Chad. Je vais tester avec les deux. On a 159 avec la hache. Merde, ça c'était con, je pensais que ça allait... Ok, on est quand même un petit peu mieux avec la hache. Alors attention, faut pas trop se reposer sur ses lauriers parce que du coup il y a tout le monde qui s'est réveillé. Donc il faut encore faire attention. Voilà, c'est bon. Même après un boss, on sue. C'est terrible. Donc l'anneau des lames, ça c'est très bien. Donc c'était poursuivant, donc c'est un boss qu'on peut rencontrer plus tard aussi. On peut soit le rencontrer ici, soit le rencontrer un tout petit peu après. Et autant le faire à ce moment-là. Allez, on a assez pour améliorer l'adaptabilité comme il faut.
Alors, donc c'est cette donnée-là, il faut la mettre, il nous faut 100 d'agilité, donc vous voyez, deuxième colonne, vous avez, on va dire troisième colonne si on prend en compte la colonne où je suis. Troisième colonne avant dernière ligne, on a agilité qui est montée à 100. Et donc là on a une roulade identique à la roulade... à la roulade de base des Souls. Voilà. On boit également un peu plus vite la potion d'Estus, il me semble. Ouais, on la boit quand même bien plus vite. Donc voilà, c'est des petites subtilités comme ça qui sont disséminées à travers le gameplay du jeu. Un parti pris, l'adaptabilité je pense qu'elle est questionnable parce que on est sur un jeu quand même qui nécessite où la roulade n'est pas vraiment une option en fait, c'est surtout ça. Donc la roulade n'étant pas une option, c'est un peu... c'est un petit peu mesquin de nous la faire améliorer en nous faisant mettre 15 niveaux dedans dès le début. Alors vous allez me dire que si, en théorie, on peut jouer quand même sans la roulade, mais vous avez compris quoi, c'est... c'est quand même particulier. Voilà. Alors, c'est parti. Continuons. Donc toujours énormément de pièges, hein, surtout dans cette partie du jeu. Des pièges vraiment un petit peu partout. Mais on a maintenant une roulade qui fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci. Il fonctionne à peu près. Faut que le manieur soit aussi efficace, sinon on va avoir du mal. Donc on toque comme des personnes civilisées finalement à la porte, hein, et comme des personnes civilisées, ils nous ouvrent, hein, ça c'est... Ah, les combats sont... Non, il faut le dire, ça je trouve ça assez intéressant, les combats sont quand même très... doivent être réfléchis. On peut pas taper comme un sourd. Et ça je trouve que c'est bien plus intéressant que juste spammer comme un énorme débile. Donc c'est clair que ça rend les combats assez épiques. Après, avec la quantité d'ennemis, c'est vrai que ça rend des combats assez épiques toutes les 5 minutes. Enfin toutes les 5 minutes, non, toutes les 40 secondes. Quoi. C'est... Là on finit un combat un peu comme ça, on fait ah super un mec blablabla, on lui parle, ah c'est quoi ici, ah on s'est fait piéger, ah mince il y a 28 ennemis qui vont sortir d'ici quoi. Ça marche bien, ça marche vachement bien les bombes incendiaires. Limon aromatique, très bien. Pareil, bon, on finit cette zone un peu complexe. Après, on va redescendre ailleurs et on va se retrouver avec le même problème. Je ne sais pas exactement où est cet endroit par contre.
Bon, il fait le malin, mais c'est lui qui nous a enfermés. Hein. C'est Pat, c'est normal. Pat, c'est le petit clone de service de Dark Souls 2. De Dark Souls, tout simplement. Mince, je sais pas du tout. Oh. Voilà aussi notre technique hein, pour réduire la distance qui nous sépare de l'ennemi. Là pareil, on se finit avec 2 soldats avec des boucliers, c'est galère. On a une tortue qui était cachée, on va récupérer un objet, il va y avoir 8 ennemis qui vont nous tomber dessus. C'est du sport, hein. C'est... Ah. Mais comme vous pouvez le voir au Petit Fantôme, hein, il y a plein de gens qui sont tout le temps sur le jeu. Ça fait très plaisir. Mais qui viennent nous faire une super pirouette balayette tournette là, c'est pas mal aussi. Pareil, il y a un petit ennemi qui allait se faufiler derrière nous ici. On avance, cataclope, cataclope. Et on arrive au checkpoint. Juste ici. Histoire de récupérer quelques âmes, on va juste tuer la tortue qui est là. Voilà. Ah. Bonjour mon loup. On va remonter à Majula, on va améliorer nos armes. On va améliorer notre hache en plus 4. Qui va nous permettre de faire le dernier des géants de manière très efficace. Et ça, on aime l'efficacité. Alors. Et voilà, c'est magnifique. On peut même également améliorer la masse. Une fois. Vous savez quoi, on va l'améliorer même 2 fois. On va l'améliorer qu'une fois. J'ai rien dit, on va l'améliorer 2 fois. Toujours hein, pour cette variation entre les ennemis en armure et les ennemis qui ne sont pas en armure. Tac tac tac, est-ce que j'ai récupéré un fragment d'estus? Je suis pas sûr. Non. Bien, c'est reparti. Quand on fait le bilan quand même du jeu, je trouve qu'il y a de très bonnes idées. Enfin, quand je dis très bonnes idées, je trouve qu'il y a d'excellentes idées, vraiment des idées excellentes, qui n'ont pas été reprises dans les autres jeux. Notamment cette histoire d'armes qui fait beaucoup plus de dégâts sur les ennemis qui ont un certain type. C'est probablement le cas aussi dans les autres jeux, mais c'est beaucoup plus léger. Là où ça pourrait pu être intéressant que ce soit vraiment important comme ici. Mais bon. Il y a aussi une mécanique de zone qui change un petit peu une fois qu'on a tué le boss. Les tours de flamme de Aid, les chevaliers qui étaient assoupis se réveillent. C'est aussi très intéressant, je trouve. Ouais, ça n'a pas été repris. Ouais, ces petites choses ponctuellement peuvent être très intéressantes si elles avaient été reprises. Mais ce n'est pas le cas. Allez, on se limon aromatique larme et on y va. On va tuer le dernier des géants.
Oh le malaise. C'est pareil, un dernier des géants, bon... et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une logique en général dans les Souls. Le premier boss que vous faites dans Dark Souls 1, c'est le boss du gardien de l'asile. Vous voulez vous échapper, donc voilà, fatalement vous allez devoir le castagner, hein, ça semble. Ça semble tout à fait logique. Après, vous faites le démon Taurus qui semble garder les remparts, donc c'est aussi une forme de logique, hein, vous progressez. Après, on vous dit qu'il faut sonner 2 cloches. Il y a un PNJ qui vous dit voilà, il faut sonner 2 cloches, une en profondeur, une dans le ciel, pour ouvrir la forteresse de Sen. Donc, naturellement, vous allez vous déplacer vers le clocher en profondeur et en hauteur. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que là... Alors le poursuivant, on comprend bien hein, l'idée, il ne va pas nous laisser nous barrer, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais... Je sais pas, c'est un peu bizarre à dire, mais vu qu'il n'y a pas de connexion logique entre les zones, que Majula est une espèce de hub un petit peu trop au sens littéral, c'est-à-dire que c'est presque Demon Souls, c'est-à-dire que vous vous téléportez carrément dans un niveau. Bien, la présence du poursuivant, elle fait pas trop sens parce que on aurait pu s'en aller en fait. Et même il garde, enfin vous verrez, mais il garde pas vraiment une porte, il garde un nid d'oiseau. Il vous amène à la forteresse, enfin c'est pas très clair. C'est vraiment pas très clair. C'est un peu dommage, je trouve que ça manque beaucoup de clarté à ce niveau-là, beaucoup de logique dans notre chemin. On va réanimer des primes... des prime feux, enfin des prime feux, je sais pas trop, parce que... On va dire des feux primordiaux, voilà, on va appeler ça comme ça. Toujours dans des cul-de-sac, enfin vraiment c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'on cherche plus. On va vraiment aller chercher des boss qui sont planqués quoi. On va pas aller essayer de... Ils viennent pas naturellement sur notre route. Vraiment on s'enfonce pour aller les récupérer. Ce qui est moins le cas dans les autres, je trouve. Où la progression est plus logique. Après ça que c'est aussi une histoire voilà, de ces prime feux, c'est un peu bizarre, je sais pas trop à quoi ils servent, pourquoi ils sont là. C'est pas bien grave, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Ça peut quand même. Hein. On a moins de logique, c'est une moins grande logique. On pourrait me dire que c'est pareil dans Dark Souls 1, finalement c'est juste une question de... On va chercher des âmes. Il faut des âmes de seigneur, on va chercher des âmes de seigneur. Ouais, mais il y a une logique. Il y a une logique sur les boss. Il y a une logique sur les boss qu'on rencontre, l'endroit où ils sont, la géographie de la géographie du monde. On retrouve pas forcément dans le 2. Vous voyez, dans Dark Souls 3, on commence, Vort veut empêcher les morts vivants de sortir du château, donc il est là pour nous empêcher. La danseuse protège l'Autrique, donc forcément elle nous empêche d'accéder à son château. Et ensuite on va avoir donc Greatwood, voilà, admettons, hein, The Cursed Greatwood. Bon. Lui on peut admettre que c'est un personnage un petit peu... mais étant optionnel si vous voulez, c'est pas très grave. Alors, je cherche juste de quoi allumer une torche en fait. Étant optionnel c'est pas très grave. Après on avance voilà, vers les...
on doit passer par les catacombes, donc on avance vers les abysses. On va avoir les veilleurs qui vont nous attendre parce que évidemment c'est un peu leur... c'est tout de même un petit peu leur mission. On passe ensuite par le chef suprême Volnir qui souhaitait... je crois que c'est... Je crois qu'il voulait envahir ou... il voulait envahir les abysses, hein, je pense, qui s'est fait piéger, ou alors qu'il voulait en sortir pour envahir le monde extérieur. Bonjour. Voilà, donc il y a une certaine forme de logique, je trouve, dans les boss qu'on rencontre. Alors que dans Dark Souls 2, je trouve qu'elle est beaucoup plus aléatoire. On s'attend pas à rencontrer certains boss là où on les a rencontrés. Et c'est ça que je veux dire. Et alors, le dernier des géants, à la rigueur, il est... Alors, il serait logique d'être trouvé ici, mais alors pourquoi est-ce qu'il a cette clé qui permet de tout ouvrir? Ça c'est mystérieux, ça. Parce que il pourrait être gardé emprisonné parce que voilà, c'est le trophée des vaincus, enfin des vainqueurs, pardon. Mais pourquoi est-ce qu'il a une clé aussi importante que la clé du soldat? Bon. Enfin, c'est quand même leur propre château. Comment ça se fait que ce soit un prisonnier qui ait la clé qui permet d'ouvrir tout ça, quoi? C'est... Il y a les occupants ont quand même gagné, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est des petites choses comme ça que je trouve un petit peu... parfois qui manquent très légèrement de cohérence. Légèrement ou pas très légèrement, mais... Vous voyez là, comment elle s'appelle? Wow, non, ça c'est... ah, c'est horrible. Oh, le missile, le javelin que je viens de me prendre dans la gueule qui est carrément verrouillé sur moi, c'est... C'est exceptionnel. Mais comment elle s'appelle pas la sorcière, la méduse là. Enfin, la méduse elle a grand chose à foutre ici, si vous voulez mon avis. Je comprends pas trop son intérêt en fait. Hein. Vous allez me dire si, peut-être qu'il y a une histoire, etc. Mais c'est bizarre quand même qu'on ait en haut d'un moulin, empoisonné. Vous voyez, ça fait pas trop sens. Et normalement, on essaie quand même d'avoir un peu de sens, même si le sens vient avec le lore, hein, je suis bien d'accord. Mais on essaye toujours d'avoir un petit peu de sens quand même, sans expliquer. Ou alors qu'on comprenne en fait, on comprend l'idée sans même qu'on ait besoin de nous expliquer parce que c'est simple. Par le titre des monstres, des boss, et je sais pas, quand vous croisez les veilleurs des abysses devant les catacombes, bon bah voilà, vous doutez que il y a un accès aux abysses par là. Hein. Et après ça devient logique quand vous tuez le chef suprême Volnir, vous vous faites complètement absorber par les abysses. Donc, alors après, pourquoi est-ce qu'il faut passer par les catacombes pour accéder à Irithyll? Ça c'est encore une autre question. Ça c'est... Ça, vous voyez, ça on peut se poser, on peut totalement se poser la question, il n'y a aucun problème. Alors, on a Denis l'armurier. Qui est un foutu d'emmerdeur, voilà, on va pas se mentir. Ouf, oh oui. Oi, 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 oi. Ah. Ah, les PNJ d'Anjou ils sont énervés.
Hop là. Quelle technique. Donc oui voilà, en fait pour conclure je dirais que Dark Souls 2 est trop cryptique, vraiment on comprend je trouve vraiment que dalle. Si on ne s'intéresse pas au lore. On a l'impression que tout est là au pif. Ce n'est pas forcément le cas, hein, mais ça force à s'y intéresser. Alors que dans les autres, on pouvait y trouver une explication plus ou moins logique. Alors jusqu'à un certain point, évidemment, hein, toujours jusqu'à un certain point. Évidemment, le dragon dans les archives, d'accord, de Dark Souls 1. Qu'est-ce que fout un dragon dans les archives? Ça c'est... On nous l'a présenté en introduction, on sait qui c'est, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Mais en même temps, on se dit qu'est-ce qu'il fout là? Mais on peut se dire, bah... C'est un dragon qui a été rejeté par ses pairs, parce qu'il n'avait pas d'écailles. Les dragons crachent du feu, lui il crache pas du feu, il fait de la magie. Bon bah la magie, ça a l'air d'être quand même quelque chose à étudier quoi. Donc a priori dans les archives, qu'est-ce qu'il fout là? Bah il étudie la magie. Et il me semble que c'est un peu ce qui enfin, c'est probablement ce qu'il fait. Vous voyez, on peut quand même trouver des petits liens, des petites choses ici et là qui nous permettent de relier les morceaux sans avoir forcément besoin de lire tous les objets, de parler à tous les PNJ. Dans le 2, je trouve que c'est beaucoup plus obscur et beaucoup plus difficile à comprendre. On va juste améliorer notre arme en fait. Enfin voilà, c'est sur cette petite discussion, cette petite bribe de pensée que nous allons nous laisser. Juste après avoir amélioré la masse. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et bien écoutez, je vous retrouve pour le prochain épisode. Et ciao ciao!